Et nouveau au rendez-vous, nous sommes cette fois-ci avec Petites histoires de la médecine. C'est toujours au théâtre Servance et c'est à 13h45. Le micro, est-ce que je dois vous appeler docteur? Non, c'est pas nécessaire. Mais vous êtes bien docteur. Je suis véritablement docteur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce spectacle, on ne peut pas s'empêcher de vous demander quel est le parcours, comment se fait-il qu'un jour vous vous retrouviez sur scène et que vous ayez envie de faire un spectacle sur la médecine. La médecine, c'est du théâtral. Molière l'avait montré bien avant moi. Et j'ai toujours bien aimé l'humour, on va dire. Et sur les conférences médicales, les réunions médicales, c'était souvent moi qui concluais un petit peu le week-end ou la soirée sur un plan entre guillemets humoristique. Et puis les copains me disaient, écoute, c'est sympa ce que tu fais, tu devrais peut-être un jour faire un spectacle, etc. Alors un jour, je me suis mis à commencer à écrire un spectacle, un premier spectacle que j'avais écrit il y a maintenant une dizaine d'années. Que j'ai joué un petit peu, mais pas beaucoup, mais confidentiellement, on va dire. Mais je suis quand même allé jusqu'au tremplin de l'humour à Paris avec, on était à la finale. Et j'avais, par ce biais-là, fait l'émission On ne demande qu'à en rire chez Ruquier, où j'avais pas fait très très fort. J'étais jeune scéniste, on va dire, j'ai un peu perdu mes moyens devant la caméra et tout ça. J'avais été buzzé par l'horrible Benguigui, voilà, et j'avais duré sur le plateau 30 secondes. Ça s'était pas super bien passé, mais c'était une super expérience. Ce soir-là, j'étais avec Jérémy Ferrari, Shirley Wagnon, et le troisième, ça devait être De Benoît, si ma mémoire est bonne. Donc c'est tous des gens qu'on fait. J'avais quand même eu le nez parce que j'avais dit, celui qui fait cette émission, si ça marche, il va en faire son métier. Effectivement, ça a super bien marché. Bon, moi, j'aurais pas dû aller. Ceci étant dit, ça m'a donné une expérience de toutes ces choses-là. Mais c'est un autre monde. Alors après, il y a eu un petit coup de mou, on va dire. Et puis j'avais toujours en tête ces histoires de la médecine parce que j'ai un ami qui est gastro-entérologue, qui est professeur d'histoire de la médecine dans la faculté où je viens, puisque moi, je suis originaire de Franche-Comté, j'habite à Arc-et-Senans, j'ai fait mes études à Besançon et cette personne est prof d'histoire de la médecine à la fac de Besançon et lorsqu'on va à ses conférences, c'est un one-man show. Enfin, je trouvais que c'était super intéressant, l'histoire de la médecine, la fistule de Louis XIV, parce que c'est pas la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'intervention d'Henri II. Et quand on parle d'histoire de la médecine, on a nos racines, et surtout dans une période comme en ce moment, on parle des génériques, de tout ça, où les gens sont perdus entre les vaccins. Je trouvais que c'était sympa d'avoir un regard, comme disait mon collègue de tout à l'heure, humoristique, parce qu'on ne peut plus rien dire maintenant. Or nous, on a réussi à faire quelque chose d'humoristique. On ne peut pas rire de tout, hein, parce qu'il y a des périodes dans la médecine où on n'a pas envie de rire. Franchement, moi, dans mon cabinet, quand il y a des gens qui viennent pour l'annonce d'un cancer, choses comme ça, on n'est pas là-dessus. Mais on s'aperçoit quand même que dans l'humour, on peut arriver à dire beaucoup de choses, même dans des maladies graves. Et d'ailleurs, moi, preuve en est on va dire que les 3/4 de mes patients presque ont vu le spectacle en Franche-Comté. On le joue maintenant depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. On a fait des salles, des cures-salles, des choses qui font 300, 400 personnes, ça marche super bien. Et moi j'ai voulu donc adopter la philosophie de ne rien encaisser là-dessus, c'est-à-dire qu'on a tout versé à des associations, on a créé notre propre assos, et je reverse, on va dire, pour 98%, on garde juste pour faire un petit fonctionnement. Voilà. Pour essentiellement Amadea, qui est un organisme qui me tient à cœur parce que c'est une association qui a été fondée par mon frère et qui a adopté des enfants malgaches. Ils ont créé une association où on fait vivre un orphelinat à Madagascar. C'est-à-dire qu'on a notre propre ingénieur agronome là-bas, on lui envoie des dons régulièrement. Avec mon spectacle, depuis 3 ans, on peut dire qu'on a rapporté quasiment, 30 000 euros à Amadea à peu près. J'ai bossé également pour les Restos du Cœur, pour l'enfance, pour mucoviscidose, pour mettre des puits de pétrole, des puits d'eau en Afrique, au Bénin. Voilà. Donc c'est des associations qui me tiennent à cœur. C'était un moyen de faire entre guillemets un peu d'humanitaire, moi qui étais dans mon cabinet et qui ne pouvais pas me déplacer au Liban ou ailleurs parce que j'en ai pas les moyens et puis parce que peut-être j'ai pas assez la conviction aussi, il ne faut pas se valer la face, mais au moins je me disais je fais quelque chose. Et puis progressivement, ce spectacle qui était confidentiel au début, on a pris de l'ampleur. On s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Et puis un jour, on s'est retrouvé au Galabru Montmartre à Paris il y a 2 ans. On a quasiment fait, pas celle con, mais on a quand même bien tourné.
Et puis on a remis ça cette année avec le point virgule à l'automne, le point virgule qui est une scène mythique, où j'étais allé faire une audition il y a quelques années pour faire des revues de presse, parce que c'est style à l'évêque, c'est un truc qui me plaît bien. Et j'étais allé et j'avais pas été pris. Mais je trouvais que alors quand on se retrouve dans les coulisses du point virgule où il y a eu, j'imagine, il y a eu Eli Kaku, des gens comme ça, on est complètement schizophrène. Pour moi c'était difficile, mais c'est une très belle salle et on a cartonné, on a rempli la salle. Et c'était juste magique d'être là au milieu de gens dont c'était le métier, qui sont connus, médiatisés, comme je disais, moi le petit médecin amateur, je suis là au milieu, voilà. Et l'étape suivante, c'était à Avignon. On avait toujours, moi c'était un rêve de gosse, je viens souvent à Avignon voir les spectacles. J'ai des copains qui jouent régulièrement que j'allais voir et je me suis dit, pourquoi pas Avignon. C'était quand même un gros challenge parce qu'il y a quand même de la concurrence. Oui, 1592 spectacles, ça fait. Moi j'ai pas de production, j'ai pas d'attaché de presse. On est venu tout seul avec mon épouse qui est infirmière, avec deux copines et qui sont reparties maintenant. Mais j'ai deux patients qui arrivent demain, qui viennent m'aider à donner les tracts, à flyeriser dans les rues. Et donc je fais ce qu'on appelle un tractage soft, c'est-à-dire que je ne balance pas des tracts à tout va. J'essaye d'attraper les gens, de discuter 5 minutes, de parler du spectacle. C'est un moment d'échange. Et apparemment c'est bingo parce qu'on a fait notre deuxième comble. Là, vous m'avez dit. On fait salle comble. On a rempli quasiment les 2 premiers soirs. Et là, donc aujourd'hui et hier, on était complet. Donc c'est juste un rêve de gosse. Voilà. Alors on va rentrer d'ici quelques minutes dans le vif du sujet et savoir ce qu'on peut trouver, quel est le contenu de votre spectacle. Mais avant, je vais continuer à évoquer avec vous cet aspect, en tout cas entre la médecine, qu'il peut y avoir entre la médecine et le théâtre. Ouais. Vous pensez que il y a une nécessité de désacraliser le côté corps médical, tout à fait. L'institution, l'ordre Je pense pas, j'en suis sûr. Preuve en est que pour la première fois, mon spectacle a été relayé par le Conseil de l'ordre médical, voilà. Avec un article qui m'a permis d'avoir d'ailleurs des confrères qui sont venus me voir là au Festival d'Avignon. On a eu une page entière dans le journal du Conseil de l'ordre. Aussi parce que le spectacle n'est pas un spectacle de... Enfin, j'ai rien contre certains humoristes et tout ça, mais je veux dire, il y a quand même une profondeur, on raconte l'arrivée des vaccins, les premières anesthésies, il y a de la galéjade, on parle aussi de l'opération Louis XIV, etc. C'est quelque chose de bienveillant, on est au-delà des... Alors on parle des génériques, des erreurs médicales, de tout ça, parce qu'il faut bien assumer tout ça, mais on explique aussi que dans l'histoire de la médecine, il y a eu des gros gags, il y a eu des gros couacs, et c'est comme ça qu'on avance aussi, alors que ça ne défend pas tous les problèmes qu'il peut y avoir, mais je pense que le rire est en tout cas une thérapie. D'ailleurs, preuve en est aussi que maintenant on a des centres de rirothérapie, exact. Et je pense que par le rire on peut arriver à faire passer beaucoup de choses, par l'humour en tout cas, tant que ça reste soft, qu'on n'est pas au-delà du supportable, voilà, moi je pense que c'est important, et les gens voient ça d'un autre œil. Mes patients, moi, 80% ont vu le spectacle. Ils n'ont pas déserté le cabinet médical, je dirais presque. Et j'arrive à comprendre un petit peu ce métier de comédien que je ne connaissais pas. Et je me disais, ces gens-là ont l'air d'être des éponges. Et c'est vrai que moi j'ai un métier où je suis une éponge aussi, parce que j'ai des gens qui viennent exprimer leur souffrance. Bien sûr. Mais j'ai vu des choses encore complètement différentes dans les coulisses du théâtre. J'ai des gens qui viennent me voir à la fin en me disant... La fin de votre spectacle, où on parle de la mort et tout ça, m'a rappelé le décès de mon épouse ou de ma mère. Et il y a quelque chose de très humaniste et de très, on va dire, fleur de peau. D'ailleurs, vous voyez, j'en parle, j'ai un peu les frissons. C'est quelque chose de vraiment fantastique, quoi. Parce que les gens viennent et ils disent tiens, un médecin qui fait ça, c'est quand même les médecins. Je trouve que corps médical, globalement, on a quand même souvent tendance à être un petit peu rabat-joie, à être le médecin tant pis, je dis, il y a le médecin tant mieux. Je pense qu'il faut arriver à trouver le positif dans toute situation. Et que c'est important. Les gens ont besoin de cette soupape. On est déjà dans, comme disait mon collègue tout à l'heure, on est déjà dans une société anxiogène où on nous parle de l'alcool, du tabac, de la maladie de Lyme, de tout ça. Les gens sortent du cabinet, ils sont déjà malades, mourants. Ouais, donc si en plus on en rajoute en les stressant, ça va pas. Donc je pense que le truc important, c'est d'arriver à désacraliser certaines choses. Et franchement, on peut. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit rire de tout, encore une fois.
Mais je pense que on est en train de fonder là, encore plus maintenant je trouve par les nouvelles études, parce que moi j'ai mon gamin qui est en fac de médecine, et on en fait des robots, des machines, on les booste pour faire des machines à diagnostic, et on oublie complètement le côté humain, c'est-à-dire que les gamins ils sortent, ils sont super forts au niveau des papiers, des diagnostics sur papier, mais quand ils sont face aux malades, c'est des robots. Et je pense qu'on va nous faire une société comme ça. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est un petit peu la maladie de la société actuelle, hein, quel que soit. Mais c'est voulu. On les clash parce qu'ils savent pas. Alors on peut faire un généraliste en 4 ans si on veut, un bon généraliste. On n'a pas besoin qu'ils sachent toutes les maladies tropicales et tout ça. Et on va les bâcher sur des choses comme ça tout le long de leurs études. On va leur dire qu'ils sont nuls parce qu'ils connaissent pas tel syndrome, etc. Ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir de ce cycle, de poser leur plaque et puis de rentabiliser à la limite leur truc, et on en fait des machines, je sais pas si c'est des machines à argent ou quoi, mais je pense que la médecine c'est autre chose, c'est de l'humanité, c'est de l'écoute, c'est du dialogue, c'est un petit peu de feeling, et on peut faire un bon médecin sans tout savoir. Et puis maintenant on peut s'appuyer sur internet, sur des collègues qui en savent plus que nous, donc voilà. C'est sûr. Mais bon, tout ça c'est parce que moi je suis pas de cette génération-là, mais voilà. Alors on va parler d'ici quelques minutes du contenu de votre spectacle, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire concernant le travail de comédien et le fait que les comédiens sont effectivement des éponges, un petit peu finalement aussi comme les médecins, sauf que dans votre cas, dans la position que vous adoptez actuellement et en ce moment de comédien, il s'agit de retranscrire et de tout restituer. Tout à fait. Et c'est l'essentiel. On va continuer à parler avec vous et évoquer ce spectacle. Hervé Laplante, vous êtes au Théâtre de l'Observance et c'est à 13h45. Oui. Un petit peu de musique. Avec vous, Hervé Laplante, vous êtes, je le rappelle, médecin, vous présentez Petites histoires de la médecine, vous êtes maintenant comédien, en tout cas pour ces 3 semaines ici au festival, vous êtes au Théâtre de l'Observance à 13h45. On a compris un petit peu toute cette démarche que vous avez effectuée pour créer ce spectacle, que vous avez écrit. Alors non, c'était des histoires, c'est-à-dire que c'est moi qui ai ressorti toutes les histoires qu'on raconte avec un prof d'histoire de la médecine de la fac de Besançon. Et ensuite, il s'est trouvé que le hasard faisait que j'avais un patient qui était écrivain, dramaturge, et qui en même temps que mon projet était en train d'écrire son premier roman qui s'appelle Fils du Feu, il s'appelle Guy Bollet, il est chez Grasset, et il a juste eu avec son premier roman 8 prix. Françoise Sagan, Brassens, prix Cultura, prix des grandes librairies, et il est allé puisque le prix Goncourt c'est comme les Jeux Olympiques, on va en demi-finale, il est allé en demi-finale du Goncourt. C'est-à-dire qu'il était à un doigt d'avoir le Goncourt. Donc cette écriture est magistrale parce qu'on a mis du Molière dedans, pour expliquer comment étaient vus les médecins à l'époque, etc. Il a repris toutes les histoires que j'étais allé lui chercher, l'invention du stéthoscope, les premières anesthésies, l'intervention de Louis XIV, etc. Et il nous a fait un fil rouge avec une petite grand-mère de 98 ans qui est hypocondriaque. Et au travers de ses angoisses et son hypocondrie, on va lui raconter comment c'était avant, comment ont été inventés les stéthoscopes, comment ont été opérés les gens. Ah voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce spectacle? Vous parlez de cette mamie hypocondriaque à travers elle. À travers elle, c'est tous nous, hein, mais nous aussi les médecins, on est tous hypocondriaques. Quand on est malade, on a peur d'être gravement malade, on a peur de la mort. Il se trouve que cette mamie qu'on fait vivre qu'à 98 ans, elle n'est pas loin de la mort non plus, donc elle a des anxiétés, elle a des angoisses. On va lui dire que ça sert à rien de multiplier quand même les examens complémentaires, elle veut sa 800e radio dans le spectacle, elle veut son 2500e bilan sanguin, etc. Et on lui dit que ça ne sert pas forcément à grand chose et que ce qui est important c'est de vivre bien ces derniers jours et pas forcément avec l'anxiogène de l'histoire du médecin qui va la faire encore flipper encore plus. Donc voilà, donc on arrive il y a un déroulement dans le spectacle, ce médecin il aime bien sa patiente aime bien son médecin, mais il se chipille sur les génériques, sur les vaccins. Comme souvent, il y a un lien qui se crée. C'est la relation médecin-malade, c'est une relation de couple, hein, c'est gens qui sortent d'une ville, etc., aller s'installer là-bas. Je pense que pour faire ce métier, il faut avoir envie de le faire, il faut avoir envie de parler avec les gens et puis de mettre le main dans le cambouis, comme on dit. Et je suis pas sûr qu'en forçant des jeunes à aller s'installer sur des terres qui ne sont pas les leurs,
on va faire des bons médecins qui seront à l'écoute et tout. Je ne suis pas persuadé, franchement. En tout cas, Hervé Laplante, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter et puis vous parlez d'envie, ça nous donne envie d'aller voir votre spectacle. Ben, il y a peut-être encore un petit peu de place, on va pas se raconter. Je l'espère. Mais j'espère aussi qu'on pourra. Le but c'est de le jouer partout, sur demande. On peut le jouer. Voilà. Moi, l'objectif c'est de faire vivre cette belle histoire, ce beau spectacle, de le partager avec les gens. Puis de retourner dans mon cabinet quand même, et puis d'en ressortir de temps en temps. J'ai une douce schizophrénie, une douce et amère, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup, c'est à 13h45 au Théâtre de l'Observance. Petites histoires de la médecine avec Hervé Laplante. Merci.